Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, je suis Mr. Wiz et pour cette nouvelle émission, je reçois aujourd'hui mon comparse Murdoch. Bonjour Murdoch, comment allez-vous bien ? Ça va très bien, très bien, très heureux de reparler une nouvelle fois musique avec toi. Et oui, numéro du printemps, et donc spécial printemps, tu souhaites nous parler d'un événement qui va pas tarder à arriver, d'ici quelques petits jours. Ouais, d'ici quelques jours, donc ça va se dérouler le 21 avril 2018, et on parle du Disquaire Day. Alors le Disquaire Day, en quoi ça consiste ? Donc c'est une opération menée par les disquaires pour faire la promotion donc de leur métier, et attirer donc les consommateurs de musique dans leur boutique. C'est réalisé conjointement avec des artistes qui, pour l'occasion, proposent des sorties rares, ça peut être des rééditions ou ça peut être des sorties inédites. Alors, à l'origine, ce sont les disquaires indés qui avaient lancé l'action. Ça a commencé en 2008 aux États-Unis. Ça s'appelle là-bas le Record Store Day, mais le principe est exactement le même. Et ça commence à faire un peu de bruit en France. En France, ça a commencé donc en 2011. Et le but, donc, c'est clairement de retrouver un petit peu le contact avec le support physique musical. Donc, le vinyle, mais il y a aussi des cassettes. Et si je me trompe pas, il n'y a pas de CD. Donc, c'est vraiment axé sur les vieux support. Alors pour cette année 2018, est-ce que tu as repéré quelques disques que tu vas essayer de choper, mon petit Wiz ? Absolument, j'ai repéré quelques bricoles qui seront à choper déjà si je les trouve, parce que outre le fait que l'opération elle, je trouve ça vraiment excellent, ça pêche sur deux aspects, c'est le fait qu'on organise quand même, je trouve, un poil trop la rareté. Donc on a quand même certains disques qui vont sortir à un nombre d'exemplaires tellement faible que globalement, il y a aucune chance de les trouver, et dans certains cas, ça finit tout de suite sur le marché de la collection, et dès que tu les retrouves, ils ont doublé, triplé, quadruplé. C'est l'effet Golden Ticket Willy Wonka, quoi. C'est ça, exactement. Donc il y a quelques disques comme ça que j'avais repérés qui m'intéressaient et qui sont maintenant à des prix stratosphériques, parce que voilà, c'était impossible de les choper sur le moment. Donc il y a ce côté rareté et ce côté prix que je trouve parfois un peu dommage. Donc si je trouve et que c'est raisonnable, j'ai repéré une nouvelle sortie Record Store Day des Residents. A priori, j'ai l'impression qu'ils ressortent un album tous les ans, parce que j'ai acheté celui des 2 dernières années, et en fait, ils font, dans le cadre de la grande campagne de réédition qu'ils font de au moins une partie de leurs albums chez Cherry Red Records, ils vont sortir pour la première fois une version officielle du Warner Brothers album, qui est en fait la première démo qu'ils ont envoyée en 71 chez Warner. Et cette démo a dû les faire grimper au plafond, et ils ont repris la bande, ils l'ont remis dans une enveloppe et ils ont renvoyé l'enveloppe au destinataire parce que ça leur a pas plu du tout. Et l'anecdote veut que, n'ayant pas précisé le nom du groupe sur l'enveloppe de retour, entre guillemets, ils ont donc mis l'adresse et envoyé ça aux résidents de cette adresse, et c'est cette anecdote-là qui a donné officiellement le nom au groupe. Donc ce disque-là, je l'ai jamais entendu. Le fait que ça sorte comme ça, et officiellement pour la première fois, et en plus en vinyle, si je le trouve, je serais assez joyeux de mettre la main dessus. Alors tu sais si c'est une sortie mondiale ou si c'est une sortie uniquement américaine ? Je pense que c'est une sortie anglaise. Oh la vache. Donc tu l'auras pas... Je pense que c'est une sortie anglaise parce que c'est Cherry Red qui s'en occupe. Mais comme c'est un groupe qui ne fait pas énormément parler de lui et qui a pas quand même 250 milliards de fans, j'ai pas eu de difficulté à trouver les précédentes éditions. Ouais, il y a des fans hardcore quand même des Residents. Il y a des fans hardcore, mais a priori, il y en a pas suffisamment pour épuiser le stock, donc je suis confiant. Non, le seul truc que j'ai loupé, là je regrette, ils ont sorti l'année dernière une compile 4 CD qui retrace un petit peu toute la carrière, et il y avait les 50 ou 100 premiers exemplaires qui étaient dédicacés. J'aurais adoré, mais bon, ça je l'ai loupé. Et sur Discogs, ça cote ce petit album dédicacé ? Je l'ai pas vu en fait. D'accord. Il y a pas une entrée spécifique pour la version dédicacée, je l'ai pas trouvé. D'accord. Donc on verra. Le compte à rebours est commencé. Donc toi, tu as aussi repéré quelques petites choses. Quel serait ton numéro 1 ? Oui, alors le numéro 1, ça va être une réédition pareil des années 80. Donc ça serait le Ludwig van 88, Ce jour heureux et plein d'allégresse, qui lui est évidemment une sortie française. Donc j'espère le trouver si j'ai l'occasion de faire mes petites emplettes.
Et il y a aussi 2 albums live que je voudrais trouver. Donc il y a un triple live de Bowie qui sort, donc ça m'intéresse pas mal. Et aussi un double live d'Elvis qui me tente bien. Donc après, comme tu l'as dit, hein, il y a forcément un aspect économique qui va rentrer en ligne de compte. Jouer. Ouais. C'est-à-dire que la carte bleue n'est pas extensible et le catalogue est fort intéressant. Donc bon bah. Faudra faire des choix. Voilà, c'est un petit peu le truc. C'est pour ça que j'en ai mis un que je veux vraiment. Et puis après, c'est si je trouve. Typiquement, il y a un autre que j'ai vu qui m'intéresserait bien. C'est une ressortie de l'album Zeit de Tangerine Dream, qui est un groupe de musique planante allemande. Et c'est un disque de 72 et il ressort en vinyle. Il ressort assez régulièrement d'ailleurs celui-là. Mais bon, c'est une version vinyle couleur mandarine transparente. D'accord. J'avoue que bon, moi je l'ai déjà en CD, donc je survivrai si je le trouve pas. Mais pour la collecte, j'avoue que je serais pas foncièrement opposé au fait de trouver un exemplaire. A priori, il sort en France aussi, donc celui-là sera peut-être plus simple. D'accord. Et sur le site français, j'ai vu aussi qu'il y avait 2 titres exclusifs de Ruichi Sakamoto qui sortaient en maxi 45. Donc là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais comme j'ai vachement aimé le précédent album qu'il a sorti, puis que j'aime bien le monsieur, si je le trouve, je pense que tu vas craquer. Je tomberai un petit peu dedans. C'est possible. Donc tu parlais d'emplettes que tu avais faites par le passé pour les albums des Residents. Est-ce que tu as d'autres disques que tu as achetés comme ça? Ben j'en ai 2 autres. Ouais. Ça m'en fait 4 en tout. Donc j'ai les 2 Residents, celui de 2016 et celui de 2017. Et puis sinon j'ai un maxi 45 tours d'Elton John qui est sorti en 2017. C'est les Thumb Bell Sessions, la très courte période disco de Elton John, et les chansons sont excellente, et honnêtement je l'avais trouvé pas cher, donc ça marche tellement bien. C'est de la musique à écouter sur vinyle, c'est obligatoire. Et 2016 aussi, alors là vraiment une sortie française, on avait ressorti les 2 BO qui ont été composés par Michel Berger, et j'avais jeté mon dévolu sur la BO de Rive droite, Rive gauche, qui est un de mes films préférés et une de mes BO préférées, enfin des thèmes de Michel Berger que j'aime le plus, donc je suis très content de l'avoir. Voilà, toi t'avais des petites choses aussi? Ouais, alors moi c'est surtout l'année dernière où j'ai trouvé donc les 3 45 tours session unique qui avaient été enregistrés donc par FIP qui parrainait un petit peu cette opération. Donc c'est des 45 tours qui sont en fait réalisés par des duos d'artistes qui viennent pour l'occasion interpréter 2 titres, et forcément ça fait une face A, une face B. Et la petite particularité, c'est qu'ils sont édités uniquement à 200 exemplaires, donc ils sont quand même très rares. Des belles couleurs, donc il y a un jaune fluo, un rouge fluo, enfin un rose fluo, etc. Et les prix sont pas excessivement chers, et c'est plutôt pour l'aspect collect qui sont intéressants. Et je m'étais aussi acheté un chouette picture disc de Popa Chubby, donc un bluesman new-yorkais qui avait sorti son album donc pour le Discard Day et qui avait fait un picture disc spécial pour cette occasion. Et l'album est bien, moi j'aime bien l'artiste, donc à la limite peut-être qu'on en parlera un jour, parce que je sais pas si tu connais. Je connais que de nom. Après, je suis pas un... T'es pas très blues. Je suis pas très blues, honnêtement. Ouais. C'est blues rock, hein, donc. J'aime bien ce que ça a pu influencer. Ouais. De toute évidence, c'est quand même à la base de tout. Donc, fatalement, les influences que ça peut avoir, oui. Mais écouter du blues, non. J'avoue que je reste un petit peu... voilà. Je suis désolé. Alors, pour être complet sur le Discard Day, hein, donc il va y avoir des enregistrements spéciaux qui vont être faits sur les radios, puisque FIP est partenaire. Il va y avoir aussi pas mal de disquaires qui vont organiser des mini-concerts, des DJ-sets. Il va y avoir des petites balades en bus à Paris pour vous trimballer à droite à gauche chez les disquaires. Donc c'est une offre promotionnelle. Alors voilà, c'est un petit peu comme tout, il y a un aspect un petit peu trop fête commerciale, hein, qu'on peut pas négliger, mais après moi je trouve que c'est pas mal parce que voilà, les disquaires on y va plus trop, on a vraiment tendance à consommer du MP3, et c'est bien d'avoir des sorties qui justement sont un petit peu extraordinaires, qui nous poussent à aller dans les magasins et à découvrir les gens, parce qu'en général les disquaires sont souvent de bons conseils. Oui, et puis ils sont souvent sympas. Ouais, pas tous. Hein. Non, mais pas tous. Il y a une ou 2 boutiques que je recommanderais pas, mais globalement, enfin j'ai quelques adresses dans Paris, et franchement c'est des gens qui sont vraiment, enfin ils font pas ça par hasard, quoi. C'est vraiment des passionnés, et c'est pas des passionnés que de un artiste et un type de musique. Donc non, c'est des endroits chouettes et c'est des gens chouettes. Donc ça vaut le coup, rien que pour ça, quoi. De temps en temps, je vais y passer du temps, rien que pour aller sentir les vinyles, quoi.
Je l'ai loupé jusqu'à présent. Chaque année, depuis 2011, il y a toujours un truc qui fait que je suis pas sur Paris à ce moment-là. Logiquement, cette année, ça marche, donc je croise les doigts. Alors moi, je ne serai pas sur Paris, mais je ne désespère pas de pouvoir aller quelque part, peut-être sur Dijon, on va voir, ou sur Troyes, pour faire un petit tour dans les boutiques. Mais on verra. Donc rendez-vous sur disquairday.fr pour les sorties et toutes les animations chez les disquaires. Voilà, comme ça on est complet. Eh ben oui, nickel. Et on peut attaquer ta première sélection ? Eh ben attaquons, c'est un album de 1980, c'est Billy Joel, l'album c'est Glass Houses et l'extrait c'est Sometimes a Fantasy. It's awful hard to try to make love long distance, but I really needed stimulation, though it was only my imagination. It's just a fantasy, it's not the real thing. It's just a fantasy, it's not the real thing. Sometimes a fantasy is all you need. Alors c'était Sometimes a Fantasy de Billy Joel, extrait de Glass Houses, un album de 1980. Donc le monsieur, bon je pense que tout le monde connaît plus ou moins, hein, c'est un auteur, compositeur, interprète new-yorkais, né en 1949, qui va véritablement exploser sur disque à partir de 77 et 78 avec deux tubes inusables, Just the Way You Are et Honesty, qui passent encore je pense 663 fois par jour sur RFM. Qui arrive à l'orée des années 80 avec quelques petites critiques de gens qui trouvent que il a fait un petit peu sa notoriété sur des chansons un peu sirupeuses, un peu romantiques, un peu machin, et que peut-être le monsieur il serait pas capable de faire du rock'n'roll. Donc il réplique en double, il réplique en faisant une ressortie de l'unique album du groupe Attila qu'il avait formé en 1970 et qui fait un genre de hard rock un petit peu psychédélique, pas désagréable, assez remuant pour l'époque, et qui va s'attaquer à la composition et à l'enregistrement d'un album plus résolument rock'n'roll. Donc ça sera Glass Houses, qui va en prime être le premier album qui sera numéro 1 au Billboard et qui va sur les différents titres qui va sortir en single, qui va contenir un single, It's Still Rock'n'Roll to Me, qui est lui aussi son premier numéro 1 au Billboard, catégorie 45 tours. Donc moi c'est pas le premier album que j'ai découvert du monsieur, j'ai commencé un tout petit peu plus tard, mais par contre j'ai très très vite rattrapé parce que j'ai tout de suite bien accroché à son univers, j'aime bien sa manière de chanter, j'aime bien sa musique, globalement toute époque confondue, hein, du tout début jusqu'à la toute fin, qui est assez ancienne maintenant parce que le dernier disque qu'il a sorti c'était en 93. Ça date quand même. Il fait plus que des concerts. À Las Vegas? Non. Je sais pas si c'est à Las Vegas. Non, je crois que sa maison attitrée c'est le Madison Square Garden. Ah bah oui. Oui, à New York. Oui. Il me semble. Donc j'aimais déjà relativement bien quand j'ai découvert cet album, je crois milieu des années 80, quelque chose comme ça. Et il m'a vraiment beaucoup plu. Il est quand même assez péchu, il y a vraiment une énergie qui est assez géniale. Et en fait c'est devenu, et c'est toujours mon album préféré. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi dire de plus, j'aime beaucoup le monsieur, j'aime beaucoup le disque, et voilà, donc tu connaissais je suppose au moins l'artiste. Oui, mais j'ai un problème avec Billy Joel, c'est que je le confonds toujours avec Tom Jones, même si ça n'a absolument rien à voir, mais c'est les cheveux. Je crois que c'est le brushing, ouais, en fait. Mais alors cet album, c'était une très très bonne surprise, hein, parce que je partais avec un a priori sur cette confusion que j'avais un petit peu entre ces deux artistes. J'avais un petit peu l'impression qu'il était plus dans la soupe ou dans des choses un petit peu insipides. Mais justement, c'est un album que j'ai vraiment aimé, surtout le début, puisque c'est très très rock, comme tu l'as dit. Donc les deux premiers morceaux, c'est vraiment dans ce que j'aime. Les mélodies sont vraiment bien trouvées, c'est bien amené, c'est bien chanté. Alors je saurais pas trop positionné si c'est entre pop et rock, mais au bout du compte on s'en fout un peu. Oui, complètement. Exactement. Mais ouais, c'est pas mal quoi. Moi j'ai trouvé que c'était un beau disque qui se tenait bien, qui était varié dans ce qu'il amenait. C'était vraiment sympa à écouter, mais j'ai une seule interrogation, donc pourquoi un titre en français? Alors ça, grande question.
Et j'ai pas la réponse, surtout qu'il a quand même un accent sensiblement approximatif. Je ne sais pas, peut-être que ça avait un côté smart à l'époque. J'avoue à ma grande honte que je n'ai pas creusé l'histoire de cette chanson en particulier. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément celle que j'écoute le plus souvent sur le disque, elle est bien, mais non, c'est pas la meilleure. Mais voilà, c'est pas ma préférée, donc je sais pas. C'est une anecdote, on va à dire. L'occasion. Voilà. Si tu les écoutes, Billy. Raconte. Ok. Bah écoute, on va avancer un petit peu sur la décennie, puis on va atterrir en 1985 avec un monsieur que j'aime bien. Oui, et pour le coup, là, ça chante en français tout le temps. C'est la boîte de jazz de Michel Jonas, extrait d'Univers l'Uni. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. C'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de désir. L'orchestre s'installe des professionnels. Come on boy, et c'est moi qui s'interpelle. Hey Gus, tu connais Charlie Mingus? Oh par cœur, je connais par cœur. Hey fils, le nom est Davis. Aussi, le dernier entier, j'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington. C'était la boîte de jazz de Michel Jonas, extrait de son album Univers l'Uni. Alors je suis très content de parler de cet artiste et de cet album parce que Michel Jonas, pour moi, c'est un chanteur français qui a pas eu l'exposition et le succès qu'il mérite. Il a eu quand même du succès dans les années 70-80 avec des albums justement comme Univers l'Uni où il a eu quand même 2 gros 45 tours issus de ce disque. Et j'adore sa voix, même si pour certains c'est un petit peu trop maniéré et qu'il est toujours un petit peu dans le même style. Mais au moins, moi c'est une identité que j'aime bien. Ses textes sont en général bons et surtout ils me touchent. Et c'est un album que j'ai racheté pour les singles parce que j'aimais bien la boîte de jazz et aussi la radio spécialisée funky, c'est ça le titre, je crois. La FM. La FM spécialisée funky. Et j'ai été vraiment surpris par le reste de l'album parce que on retrouve là vraiment les influences plus jazz de Michel Jonas et il y a des morceaux comme Nos deux noms. C'est un morceau moi que j'ai vraiment bien aimé parce que c'est un morceau qui est tout doux, tendre, très bien écouté le soir tranquille. Il chante super bien mélodiquement, vocalement, c'est très très fort et moi c'est vraiment un album que j'ai aimé pour ce côté-là, c'est-à-dire à la fois des singles qui savent t'amener vers entre guillemets du grand public et aussi t'amener vers des morceaux un petit peu plus confidentiels et un petit peu plus intimes. Et alors j'ai une question à te poser avant que tu donnes ton avis. Pour toi, est-ce que c'est de la variété? Oui, c'est de la variété dans le sens noble du terme, parce que c'est varié. Après, moi, la variété, ça n'a pas une connotation négative dans ma tête, donc ça ne me choque pas du tout de dire ça. C'est de la chanson française, quand même. On pouvait pas rester 150 ans sur Brel, Brassens. Voilà, Brel, Brassens, Ferrat et compagnie. Dans les années 70-80, ça devient Souchon, Jonas, Berger. C'est une nouvelle étape de la chanson française, mais ça reste, pour moi, et de la chanson française et de la variété dans ce que ça a de plus noble et de plus abouti. Et ton avis sur l'album alors? Mon avis sur l'album, de toute façon, un disque de Michel. Michel Jonas fait partie de ma sainte trinité de Michel. Mes 3 Michel, comme je les appelle affectueusement, donc Berger, Jonas et Polnareff. Donc le monsieur, je le connais depuis longtemps, depuis son album de 81, La Nouvelle Vie, où il y a Joueur de blues et Les Fourmis Rouges, que j'avais en 45 tours en plus à l'époque. Ma mère avait une compile des années 70, avait son premier album, donc j'étais baigné dedans, donc voilà. J'ai vraiment tout de suite beaucoup apprécié ce mélange justement à la fois très chanson française, très jazz, avec un swing pas possible. Pas pour rien qu'il a fait la fabuleuse histoire de Mr. Swing, ça lui va très très bien. Avec aussi cet héritage yiddish, slave. Voilà, il y a des chansons très plaintives d'une certaine manière et des chansons très péchues, très joyeuses. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça. Univers l'Uni en soi, c'est un album que j'écoute très très régulièrement.
il a vraiment intégré les années 80 et je trouve qu'il a intégré les années 80 dans tout ce qu'elles ont de pas cheap. Le son est devenu quand même un peu plus froid, un petit peu plus synthé, un petit peu plus machin, mais je trouve que ça fait pas cheap. Il y a toujours la chaleur de Jonas, même sur des synthés un peu étincelants années 80, donc je trouve que ça marche bien. Il y a effectivement plein de très bonnes chansons. Alors moi, ma préférée, c'est Ray Charles. Et puis Uni vers l'Uni, la chanson qui est tellement étonnante par rapport à ce qu'il fait habituellement que voilà, ça reste aussi une de mes chansons préférées sur l'album. Donc non, rien à dire, c'est topissime. Enfin, rien à dire de plus. Rien à dire. Bon, on va changer de Michel alors. Bah oui, puisque j'avais mis un Polnareff dans la liste, donc c'est celui de 81, c'est l'album Bulle, et l'extrait c'est Bulle de savon. Je fais le tour de la terre du sud au nord d'océan désert. Oh la terre, je me procure de fil en île, attention aux épines, aux avions, pour les îles. Je suis une bulle de savon, une goutte d'illusion, un mirage, quelque chose dans les nuages, sans visage. Je suis transparent, mais j'ai ma vie dans ma peau qui fait des bons, fait des ronds. Donc c'était Bulle de savon de Michel Polnareff, extrait de Bulle, album de 1980. Donc, mon Mimi que j'aime beaucoup, donc auteur-compositeur, interprète français, né en 44, qui a fait une accumulation de tubes incontournables depuis ses débuts en 66 avec La Poupée qui fait non et Love Me, Please Love Me. Il a eu plein d'étapes différentes dans sa vie, avec donc cette explosion des années 60, début 70, la période de repli, d'exil aux États-Unis, et puis ce retour en force discographique en France à partir de 78 et en 81 avec cet album-là. C'est le premier que j'ai découvert, en ajoutant très très vite justement l'album de 78 que j'ai récupéré pas longtemps après, et plein de 45 tours des années 60 aussi qui me sont légèrement tombés du ciel de mes parents. Tu les as encore Non, j'en ai racheté certains. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont perdues dans les déménagements. Même l'album de 78, pour le coup, je ne l'ai plus non plus. Je l'ai retrouvé au Japon, donc j'ai un exemplaire japonais. D'accord. Voilà. Le truc encore plus rare, quoi. Donc voilà, c'est quand même mon premier Polnareff avec mon premier 45 tours où il avait sorti Tam Tam, que j'écoutais beaucoup. On entre dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que dans les années 60, il y avait vraiment, je trouve, le paroxysme de ce qu'on faisait de mieux côté français et ce qu'on faisait de mieux côté anglo-saxon. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse recherche sur les textes et un travail fabuleux sur les mélodies et sur les arrangements. Il y a toujours, je trouve, ce travail sur les mélodies et les arrangements. Par contre, au niveau texte, on n'est pas au niveau des années 60-70, c'est clair et net. C'est plus immédiat, c'est plus années 80 en fait, d'une certaine manière. Une mise à jour qui est en rapport un petit peu avec l'époque, donc ça perd un peu à ce niveau-là. Mais les chansons, je les trouve toutes excellentes, donc... Toutes excellentes. Honnêtement, oui, je l'écoute vraiment du début jusqu'à la fin avec toujours autant de plaisir. Après, j'ai pris Bulle de savon parce que j'ai déjà utilisé plusieurs des chansons de cet album dans des mixtapes. Si vraiment je voulais mettre le moment, c'est même pas la chanson, c'est le moment préféré, c'est la coda de Je t'aime, où il reprend le pont, l'espace de, je sais pas, une petite trentaine de secondes, juste à la toute fin de la face A, et cette coda, pour moi, c'est ce qu'il a fait de plus génial. Mais même pas que sur l'album, c'est les 30 secondes de Polnareff que j'aime le plus au monde. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc tu connaissais là aussi, je suppose. Polnareff, oui, tout le monde connaît. Après, moi cet album-là, je pas dire que ce soit justement sa période que je préfère. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu déçu, parce que l'album je le connaissais pas, et évidemment je connaissais Polnareff, et j'aime bien ce qu'il avait fait dans les années 60 et 70, parce que pour moi c'est l'image que j'ai de Polnareff, c'est Polnareff avec sa 12 cordes sur les marches de Montmartre, avec les cheveux longs, les pattes d'Ef, et il chantait La Poupée qui fait non, et voilà, c'est des mélodies qui sont à mon sens éternelles. Mais justement cet album là, je trouve qu'il est un peu poussif, ça manque un petit peu d'aspiration, et je retrouve
pas ce que j'aime chez lui, donc c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Je trouve qu'il s'est renouvelé dans le style puisque c'est quelque chose qui est entre guillemets un peu nouveau, ce qu'il fait sur cet album, mais j'ai trouvé que c'était un peu poussif. Bon, ça reste agréable à écouter, mais compte tenu de ce qu'il avait fait avant dans sa carrière, j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous quand même. Ah, je te rejoins. Je vais fatalement avoir une tendresse particulière parce que c'est mon premier et que quoi que tu fasses, on n'oublie pas ses premières fois. Voilà. Je suis quand même très 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 amoureux de ce disque quand même. Voilà. Voilà. Toute fin de décennie 1989 pour la suite, dis donc. Ben oui, t'as commencé avec New York, on retourne à New York En avec effet. Lou Reed qui chante Dirty Boulevard. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. C'était Dirty Boulevard, donc de Lou Reed, extrait de son album New York. Alors, moi aussi, comme toi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai découvert un petit peu plus tard, j'ai pas découvert New York l'album de Lou Reed quand j'avais 13 ans. Je l'ai découvert un petit peu plus tard. Mais voilà, donc Lou Reed, il a commencé avec le Velvet Underground, donc dans la fin des années 60. Après, évidemment, il y a eu beaucoup d'albums qu'il a fait en solo, notamment Transformer, où il y a Take a Walk on the White Side, qui a été entendu, réentendu sur toutes les radios FM du monde, on va dire. C'est ça, 663 fois aussi sur RFM quotidiennement. C'est à peu près ça, voilà. Mais j'ai choisi donc cet album New York, justement parce que lui aussi, comme Billy Joel, est new-yorkais et il va écrire un album donc sur sa ville qui voit décliner à l'image un petit peu de son pays. C'est un album qui est assez noir dans ce qu'il dit, mais ça reste quand même très rock, c'est brut. Le son de guitare est assez sec, le son de caisse claire aussi du batteur est assez particulier. Et donc moi j'ai trouvé que sa démarche était très intéressante puisque moi, comme je l'ai dit, c'est un artiste que j'ai découvert à la base en bibliothèque où il y avait donc ses textes qui étaient donc en anglais et traduits sur la page de droite. Donc c'était d'autant plus facile de comprendre ce qu'il racontait donc dans ses textes. Et c'est aussi ce qui frappe dans cet album, c'est que c'est très très bien écrit. Il y a beaucoup de chanté parlé, donc c'est un petit peu le début de ce qui va le rendre célèbre. C'est-à-dire de pas nécessairement être très mélodique, mais de trouver un rythme qui va bien avec son morceau et de poursuivre avec un texte, des très beaux textes quoi. Et donc il y a quand même des chansons qui sortent du lot, donc Dirty Boulevard, There Is No Time, Hold On, et de toute façon le dénominateur commun à toutes ces chansons, c'est le tableau très moche de New York et des États-Unis d'une manière générale. Bon, il parle pas évidemment de l'Amérique profonde, mais surtout de l'Amérique urbaine qui laisse un petit peu de côté certaines populations où les gens, il y a beaucoup de chansons qui parlent de drogue, des dealers, des gens qui s'en sortent un petit peu comme ils peuvent dans New York, qui devient pour lui une grosse poubelle qui pue la grosse pomme qu'il a connue quoi. Donc voilà, c'est un album que j'adore réécouter maintenant. La pochette est super chouette aussi, elle ressemble un petit peu aux Ramones. Oui, elle ressemble beaucoup, ouais. Effectivement, oui. C'est moins énergique que les Ramones, mais au bout du compte c'est un peu plus proche de la réalité, un petit peu crade de cette époque là. Donc je sais pas ce que tu en as pensé de ton côté. Alors je connaissais pas l'album, par contre je connaissais le monsieur, j'aime bien le Velvet, et je dois avoir 4 albums de Lou Reed quand même, dont Transformer, c'est tarte à la crème, mais ça fait toujours autant de bien de l'écouter, ouais. Et jusqu'à présent, en fait j'avais jamais été déçu par un album du monsieur. J'ai pas été déçu non plus avec celui-là. Je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais dès le début, j'ai trouvé que ça sonnait exactement comme l'idée que je me faisais d'un album de Lou Reed. Je perds une partie de l'information parce que, quand j'écoute, j'ai déjà dû le dire, quand j'écoute pour la première fois et les premières fois, pas que la première, la deuxième, la troisième, je fais vraiment pas attention aux paroles. Je les entends même pas pour ainsi dire. La voix, ça va être juste un instrument au milieu du reste. Je sais que ça fait vraiment partie intégrante du disque.
et que ça a vraiment son importance et que c'est un poète qui travaille énormément ses textes. J'ai apprécié l'album sans même avoir accès justement à toute la plénitude du projet, donc c'est plutôt quand même bon signe. Je trouve que Dirty Boulevard, c'est la meilleure du disque, donc t'as fait un bon choix. J'aime énormément aussi There Is No Time, même s'il y a une couche assez roborative de guitare, malgré tout ça passe bien. Et j'ai bien aimé aussi Good Evening Mr. Waldheim. À la limite, si j'ai juste un petit bémol, c'est que je trouve l'album un petit peu long. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire 14 chansons? Je pense qu'avec 12, c'était plié et je trouve que ça se traîne un tout petit peu en longueur. Mais sinon, c'est vraiment excellent et je suis très content d'avoir découvert cet album. Bon. Alors on passe à ton prochain choix? Pour le coup, l'Angleterre? Toujours 89, et puis là, effectivement, c'est chez les Angleterres. C'est le groupe Squeeze, avec donc l'album Frank, et l'extrait, c'est Peyton Place. Her hair on across her face like a bush hangs across. Oh, it's a small world we discover. I had once worked for her dad. I wasn't here making up stories, and we laughed at each other's tales. I watched her lips, I wanted to kiss them. My train of thought went off the rails. You paint a place, my heart now beats. And Robert's Creek, where an angel sleeps. You paint a place, I lie awake and hear the sound that the angels make. Donc c'était Peyton Place du groupe Squeeze, extrait de l'album Frank de 1989. Donc c'était un groupe de rock slash new wave britannique créé en 74, toujours actif malgré deux petits arrêts en route, pas franchement très connu en France. L'album, pour le coup, moi je l'avais découvert à la discothèque de ma ville globalement quand il était sorti, et je l'avais pris parce que c'était dans les nouveautés, mais surtout parce que j'avais trouvé la pochette vachement sympa. Donc je me disais que ça ne pouvait être que sympa à l'intérieur, et honnêtement j'avais pas été déçu. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté, d'un côté très actuel dans le son, avec des clins d'œil vers le jazz, vers le rockabilly, vers un peu plus la fin de l'album. Il y a une variété au sein du disque qui m'a vraiment bien plu, et je trouve qu'il passe très très vite. Les chansons s'enchaînent très très bien et ça coule tellement bien que l'album est fini super vite, quoi. Je trouve c'est un truc qui passe très très vite. Donc en plus de cette chanson-là, j'ai un gros coup de cœur sur deux chansons en prime, même si je les aime toutes. C'est She Doesn't Have to Shave et Can of Worms. Celle-là, elle est top. Là, c'est mon triptyque, mais j'ai vraiment tendance à écouter le disque en entier et à pas sélectionner une chanson plutôt qu'une autre. Quand je l'ai découvert, ça a vraiment été une super surprise et c'est un album qui m'accompagne toujours très régulièrement. Voilà, groupe que tu connaissais peut-être pas. Alors pour le coup, non, je ne connaissais pas du tout. Mais alors, je pense que si je l'avais croisé en médiathèque, j'aurais aussi choisi à la pochette. Puisque la pochette avec une superbe tortue sortie tout droit de Bull et Bill. Caroline. Mais oui, la Caroline de Bull et Bill. Elle est super chouette au milieu de la pelouse et tout, avec 2-3 pâquerettes. J'ai trouvé que c'était une super manière de se présenter, on va dire. Alors musicalement, j'ai trouvé que c'était pas révolutionnaire, mais ça joue très très bien. Pour moi, c'est vraiment de la bonne pop et tu sens vraiment le côté anglais directement, c'est-à-dire que dès que tu mets l'album sans nécessairement aller chercher la bio du groupe, tu laisses tourner 3-4 titres, tu te dis ça, forcément c'est anglais, et après j'ai vérifié, c'est bien le cas. Alors je connaissais pas du tout, ça glisse tout seul, ça manque à mon avis un petit peu d'originalité, c'est juste le petit bémol que j'avais sur l'album. Moi c'est une super découverte, et comme tu l'as dit, ça prend une couleur rockabilly sur la fin, après un petit peu blues rock, après un petit peu piano bass string assez décalé par rapport à ce qui se faisait à cette époque-là, on va dire dans le pop rock anglais, quoi. Et j'ai trouvé que bon, même si ça manquait un petit peu d'originalité, j'ai trouvé qu'il réussissait à se démarquer du guitare basse batterie classique de l'époque, quoi. Donc
ouais, c'est pas révolutionnaire, mais ça se laisse franchement bien écouter et surtout c'est assez atypique pour l'époque. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. C'est ça en fait, ça résume bien. Je trouve que ça a à la fois quand même une vraie identité, sans effectivement, on n'a pas créé un nouveau bac à la Fnac pour mettre tout ce qu'elle est dans le mouvement. Mais c'est pas à la traîne de qui que ce soit. Ça reprend des codes, des machins qui existent déjà et ça les arrange et ça les sert de manière quand même originale et propre au groupe. Donc c'est un peu ça qui m'a plu, quoi. C'était pas facile en Angleterre en 89 de faire du rock et de sortir un petit peu du lot. Certes. Je pense. Certes. On reste d'ailleurs pour le coup... on reste au Royaume-Uni. Royaume-Uni, mais pas Angleterre, avec l'album suivant. Oui, l'album suivant, donc c'est les Silencers, ce Blues for Buddha. Et l'extrait, c'est le gros single de l'album, The Real McCoy. C'était donc The Real McCoy des Silencers, extrait de leur album A Blues for Buddha. Alors j'ai choisi ce disque évidemment pour ce morceau, puisque c'est un single qui est passé beaucoup à la radio et que j'ai été très content de retrouver en brocante pas cher. Donc l'album, j'ai dû le payer je crois 3€. Et alors déjà pareil, la pochette est super chouette, elle n'a rien d'original, mais elle est chouette. Non mais c'est très beau, non mais effectivement. Juste tu dois avoir 90% de la photo c'est la mer et les 10% de plage avec les 4 gars du groupe, donc rien d'original, mais c'est chouette. Alors pour parler du groupe, bon forcément c'est écossais. Au niveau du style, c'est pop rock très très standard, très classique de ce qui se faisait à l'époque. Alors voilà, le single il déchire tout. Moi je trouve que c'est vraiment un plaisir d'écouter ce morceau. Pour le côté pop rock, j'ai trouvé que c'était bien parce que c'est assez frais, ça se pose pas trop de questions, ça va à son rythme. Il y a des morceaux un petit peu plus lents, il y a des morceaux qui sont un petit peu plus rock, donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu à l'image de Squeeze, c'est-à-dire dans l'air du temps sans l'être. La pop rock anglaise à cette époque-là, il y en avait plein. Les Silencers c'était un petit peu à part ce qu'ils faisaient et moi ça m'a bien fait plaisir de retrouver ce disque. Alors je sais pas ce que t'en as pensé de ton côté. Alors je ne connaissais pas le contenu ni de cet album-là ni d'autres albums du groupe. Le nom du groupe je le connaissais, le nom de l'album je le connaissais, la pochette je la connaissais. Ah ouais, d'accord. Bizarrement, enfin voilà, c'est quelque chose. Ah bah ouais, mais par contre, j'ai déjà vu, mais j'ai jamais écouté. Pour ce qui est du contenu, donc ça va être le moment de l'émission où on va me jeter les pierres. Je vais te dire que, en fait, c'est du U2 en bien. Que tout ce que U2 aurait pu faire de correct, mais foire, eux ils le foirent pas, et tout ce que U2 fait de pas bien, eux ils le font pas. Et je trouve ça vraiment dommage que ce groupe-là, U2 en l'occurrence, ait fait un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que pour le coup, Silencers, j'avais jamais écouté l'album, mais il cache la forêt aussi d'un autre groupe qui est dans le même trip qui s'appelle The Alarm, je connais pas. Que tu connais pas, que je conseille, et qui fait des trucs très bien, et justement qui est passé complètement sous silence, parce qu'il y a le grand frère qui fait de l'ombre par-dessus. Donc ça a été une vraie bonne surprise, parce que un album de cette catégorie-là, je m'attendais pas à l'écouter sans déplaisir, je m'attendais encore moins à l'écouter avec plaisir. Je connaissais pas The Real McCoy, et la chanson est excellente, mais il y en a plusieurs autres aussi, parce que j'ai noté Sacred Child, Answer Me, Scottish Rain, qui est très très bien. Scottish Rain est top. C'est un très très bon début d'album. Après, poil longuet, c'est un peu comme Lauride, c'est un poil longuet, il y a 2-3 chansons qui sont légèrement interchangeables. Ça aurait gagné peut-être avec un, voire peut-être même 2 titres en moins, mais sinon, c'est vraiment un bon disque. Que ça soit pas original au point de lancer une école, ça, effectivement, mais moi, ça me dérange pas du tout. Donc, à partir du moment où c'est des gens qui savent ce qu'ils font et ils le font bien, c'est voilà, et c'est efficace. Donc, très très jolie découverte, ça m'a bien plu. Bon. Alors, pour le coup, on passe aux rééditions.
Et tu nous as choisi une petite OST. Absolument. Une belle OST en plus. Donc c'est l'OST du film Sing Street de 2016 et l'extrait choisi s'appelle Drive It Like You Stole It. You just can't stand the way that I walked out from the wreckage. Can't understand the way that I turned myself around. I tried to terminate this war with you, but you won't let it go. You keep coming back for more freedom. I'm taking it back just when I was stalling. I heard an angel calling. This is your life. You can't go anywhere. You gotta grab the wheel and own it. Drive it like you stole it. Roll it. This is your life. You can't be anything. You gotta learn to rock and roll it. You gotta put the pedal down and drive it like. Donc c'était Drive It Like You Stole It, extrait de la bande originale du film Sing Street de 2016. Donc je commence tout de suite par faire un énorme merci à Spades qui, quand le film est sorti, m'a plus que chaudement obligé à regarder le film. Il me laissait à peine le choix, quoi. C'était vraiment, il faut que tu regardes ce film. Et heureusement que je l'ai écouté. De toute façon, à partir du moment où c'est conseillé par Spades, logiquement, on sait qu'on peut y aller les yeux fermés. Ouais. Enfin, sauf que là, c'était bien de les garder ouverts pour voir le film. Et je me demande si c'est pas bêtement le meilleur film qu'on ait fait sur les années 80. Le pitch, vite fait, hein, donc ça se passe pendant les années 80, dans un collège, lycée, comme nos amis d'outre-Manche savent le faire, hein, avec des pervers en blouse qui matent des enfants en uniforme. C'est sale. Et donc, au milieu de cet univers assez restrictif, il y a une bande de jeunes losers qui décident de monter comme ça un groupe de musique. Et ce qui est vraiment géantissime, c'est que le film, et donc l'OST, fait une petite sélection de différents courants musicaux, de différents groupes un petit peu emblématiques des années 80. Et notre fameux groupe qu'on suit pendant le film va s'inspirer de ces différentes sélections pour faire ses propres chansons. Donc il y a 5-6 chansons originales qui ont été faites pour le film et elles marchent comme si elles avaient été faites à l'époque. Honnêtement, pour quelqu'un qui sait pas que ça a été fait pour l'occasion, l'illusion est parfaite. Donc il y a un titre, celui que j'ai sélectionné, qui est très inspiré de Hall & Oates. Il y en a un qui est plus version Cure. Il y a un peu toutes les époques. Il y a un vrai beau travail de composition qui a été fait. Je trouve qu'en plus que c'est bien interprété et tout. Donc la BO, c'est ça, c'est 2/3 d'un bon best-of des années 80 et quelques chansons originales qui sont vraiment super bien torchées, qui auraient pu cartonner à l'époque si elles étaient sorties à l'époque. Carrément. Très 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 bon film, très chaudement recommandé et une très très bonne BO. Tu n'avais pas vu le film? Non, je n'ai pas vu le film, j'ai toujours pas vu le film. Par contre, oui, et comme tu l'as dit, il y a des très très bons standards qui sont repris. Donc il y a un Joe Jackson qui est vraiment très bon, il y a Man Eater qui est aussi un grand single de l'époque, Cure, un pop music aussi, c'est une très très belle OST et donc c'était sympa aussi de retrouver un petit Motorhead, hein, parce que moi quand il y a un petit... J'avais pensé à toi. Quand il y a Lemmy qui gueule un petit peu, ça fait toujours plaisir. Et ouais, moi je trouve que les compos qui sont faites pour cet album-là, elles sont vraiment bien faites et bien représentatives de ce qu'ils ont essayé de faire et ça donne envie de voir un petit peu plus de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment sympathique comme OST pour ces deux aspects-là. Donc ouais, je te rejoins sur ce point-là. C'est à mon avis une bonne réussite de leur côté, ouais. Il faut vraiment mettre le film par-dessus. Maintenant, t'as commencé par le OST, mais c'est pas grave parce que ça se réécoute après. Hein. Ça se réécoute avec plaisir après. Et voilà, en plus, ça met les chansons dans leur contexte. Typiquement, la chanson de sélection est construite sur une réplique de la féerie dansante des sirènes dans Retour vers le futur, avec les chorégraphies, avec machin. Enfin, c'est très 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 bien fait. C'est à voir, c'est obligatoire. Je ne fais que paraphraser Spades, mais c'est vraiment obligatoire. Voilà. Ok. Alors, pour le suivant, on fait un petit peu de jazz. Ouais, enfin du jazz aussi, avec des platines qui scratch. Du jazz moderne. Du jazz moderne, voilà. Donc on s'écoute Rockit d'Herbie Hancock, extrait de Future Shock.
C'était donc un extrait de Future Shock, l'album d'Herbie Hancock paru en 83, et c'est le gros hit de cet album Rock It. Donc j'ai choisi ce morceau. C'est sorti d'un documentaire qui s'appelle Scratch, justement, qui parle des DJ et aussi des différents DJ qui peuvent exister. Donc tu as les DJ qui sont très axés sur la technique, t'en as d'autres qui sont des rats de disquaires qui vont aller chercher le petit break qui va faire ils vont réussir à le replacer un petit peu partout. Alors ce documentaire, je vous le conseille si vous aimez la culture hip-hop. Il est très bien fait et il y a des très bons DJ qui sont interviewés dans ce documentaire. Alors là, je parle plus du documentaire que du disque, malheureusement. Il y a surtout Mixmaster Mike, donc le DJ des Beastie Boys, qui prend une part importante. Et en fait, le point commun de tous ces DJ, ce qui les a motivés à devenir ce qu'ils sont maintenant, c'est effectivement ce titre-là, c'est-à-dire avec Grand Mixer DXT, qui va être le premier à scratcher sur un disque. Et à chaque fois qu'il y a un DJ qui répond à la question, pourquoi tu fais ça? Et parce que je suis tombé sur le clip un jour, j'ai vu un mec qui faisait tourner les disques à l'envers et j'ai voulu faire pareil. Donc c'est un album qui a j'aurais tendance à dire transformer un petit peu tous ces gars quoi. Et Herbie Hancock, donc pour parler un petit peu de lui, donc à l'origine c'est un jazzman on ne peut plus classique, qui a commencé avec Miles Davis, donc qui lui est plutôt sur le piano. Il a toujours été assez avant-gardiste dans son approche musicale et là il a voulu moderniser vraiment son style et donc il s'est ouvert donc déjà d'une part à un son beaucoup plus synthétique pour son instrument le piano, donc il est parti sur des synthés et il a fait appel à des nouvelles choses, donc le scratch avec le Grand Mixer DXT, mais aussi sur tous les titres, il y a des choses assez nouvelles, il y a pas mal de jazz vocal aussi sur cet album-là, et moi c'est ça qui me plaît sur un petit peu tous les titres, c'est-à-dire que à l'origine, lui vient du jazz, mais sur cet album-là, il va chercher des gens de tous les horizons, et ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que évidemment, il y a le hip-hop, il y a aussi pas mal de rock, et ça va pousser pas mal de monde un petit peu plus tard dans les années 80 à sortir un petit peu de leur bulle. C'est ce qui va pousser Run DMC à travailler avec Aerosmith pour mettre justement du rap dans le rock et vice versa. Donc moi j'ai trouvé que cet album là était très intéressant pour ça, pour tous les ponts qu'il va jeter avec tous les styles et le fait que Herbie Hancock il est toujours à la manœuvre et c'est vraiment un super bon album à écouter dans toute sa longueur, moi je trouve. Qu'est-ce que t'en dis de ton côté? J'en dis que tu fais des sélections d'albums et de personnes que j'aime beaucoup parce que Herbie Hancock c'est avec Miles Davis mes deux préférés et j'aime bien toutes ces époques en fait. Il a quand même toujours révolutionné plein de choses, il a toujours incorporé plein d'influences diverses, il a pas fait quand même vraiment beaucoup d'albums plats, des trucs passe-partout qui font musique datant de chez Monoprix. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été un bouillonnement créatif et là il arrive à créer quelque chose qui non seulement a fait école mais 35 ans après ça continue toujours. Enfin ça aurait pu juste influencer une génération mais ça a influencé une génération qui a influencé la génération d'après et on est encore dedans, donc il a quand même changé le monde avec ce disque là. Donc comme tu dis, il y a vraiment un mélange de jazz, c'est encore les débuts du hip-hop mais voilà, il y a vraiment cette dimension là. Il y a toujours un côté funk, il sort d'une période où il a sorti au moins 3 albums de pure funk excellentissime, qui a d'ailleurs pour le coup un petit clin d'œil quand il reprend Future Shock de Curtis Mayfield. Donc il y a cette dimension là et l'ensemble sonne un petit peu avant-gardiste sur les bords. Il y a quelque chose de légèrement arty sur les bords et il arrive à faire des sons. Je me réécoutais en particulier la chanson Earthbeat qui je trouve est vraiment la plus intéressante de l'album. Enfin moi c'est celle qui m'a vraiment le plus plu. Il arrive à faire des sons. J'avais l'impression qu'il y avait du Fairlight derrière mais j'ai cherché, j'en ai pas trouvé dans la fiche technique. Donc il arrive à faire des sonorités. Je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas comment. C'est pas que du scratch. Il y a tout un travail d'arrangement et de composition et vraiment travail sur les sons qui est, je trouve, vraiment révolutionnaire. Donc, pour les gens qui n'ont pas vécu l'époque, je pense que ça peut se légèrement dater. Ah oui. Pour ceux qui étaient dedans, c'est une fabuleuse capsule temporelle, je trouve. Quand tu l'écoutes, il y a des images qui viennent et il y a des images, de ce que l'époque pouvait avoir d'un petit peu excitant et d'un petit peu novateur. C'est très, 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 très bien. Bon. À quoi on passe maintenant? On passe... les hors-sujets. Ton hors-sujet? With Goes to Germany. Parce que je vous ai sélectionné l'album Feel de The Fantastician Fear et l'extrait s'appelle Troy.
Donc c'était Troy de The Fantastic Four, extrait de l'album Feel de 2004. Les 4 Fantastiques, c'est THE groupe de hip-hop allemand. Je pense que d'un point de vue vraiment mainstream par rapport à des trucs plus hardcore, c'est le groupe de hip-hop le plus connu en Allemagne. Il a été créé en 1986, donc ça date un petit peu. Il a ce nom-là depuis 89. Moi, je les ai découverts au lycée en 92 avec la chanson Dida. Et à partir de ce moment-là, je les ai suivis d'album en album et c'est vraiment le hip-hop comme j'aime. Ça, c'est décontracté. Chaque album a une identité vraiment marquée, je trouve. Il y a une vraie recherche musicale, c'est pas juste je vais prendre un bac chez Quincy Jones ou Miles Davis ou Chic et puis je vais sampler tout ça et puis ça fait un disque. Il y a vraiment quelque chose derrière et on sent que les gens ils s'amusent, ils se font plaisir et il y a vraiment il y a quelque chose d'un peu festif, même si tout n'est pas festif, mais il y a vraiment un côté décontracté qui me plaît vraiment beaucoup. Alors ce disque là en particulier, c'est vraiment, je trouve, l'album un peu balnéaire, un peu vraiment cool parmi les cools. Sans que ça tombe dans le Chabaranx ou dans le Francky Vincent. Oui, non, quand même pas. Non, Alice, ça glisse pas jusqu'à Stuttgart. Je sais pas, tu parlais de balnéaire, alors moi. Ouais, non, mais je trouve, c'est à l'image de la pochette, il y a ce côté, alors que par exemple, l'album suivant, qui a une pochette très noire, très sombre, c'est plus lourd. Pour le coup, il y a vraiment, on change complètement d'ambiance. Là, c'est plus light, c'est plus léger, c'est balnéaire, je le trouve d'une certaine manière. Et les chansons sont sympas et c'est un disque que j'écoute très régulièrement avec plein de bonnes énergies et plein de plaisir. Je les aime bien, franchement, ils sont cool. Un groupe de rap allemand balnéaire en Birkenstock, c'est ça? Je sais pas s'ils mettent des Birkenstock. Je sais pas. Franchement, j'ai pas cherché de petites photos du groupe pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Mais alors, moi, voilà, c'est un truc. L'Allemagne, pour moi, ça a toujours été musicalement un mystère. J'y ai passé quand même quelques mois en caserne, donc j'ai écouté pas mal de productions locales dans tous les styles musicaux, notamment le rap. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Donc, comme tu l'as dit, ça sent vraiment la joie de vivre. Les mecs qui s'amusent. Ça limite un peu bas du front dans les paroles, mais moi j'ai trouvé que c'était super sympa, ça fait marrer. Tu sens que là il y a vraiment une envie de s'amuser, une envie de partager, de faire ça à la bonne franquette, à la cool. Et moi j'ai trouvé que l'état d'esprit était bon et rien que pour ça c'est sympathique à écouter. Alors après, comme à chaque fois que tu sors des trucs avec des langues vivantes un petit peu particulières, entre le tchèque ou l'allemand, faut savoir passer outre. On va dire. Je reconnais très très volontiers. Mais c'est cool quoi. Enfin c'est à découvrir, c'est sympa. Et je pense que faut y jeter une oreille pour voir ce que ça donne parce que c'est toujours singulier à écouter et c'est toujours sympa. Bah oui, et puis ça change justement de productions plus françaises ou anglo-saxonnes qui sont quand même extrêmement revendicatrices et c'est toujours un combat avec le point levé. Enfin ouais, c'est ça. Typiquement, c'est vraiment tout ce que j'aime pas. Là, c'est l'exact opposé et voilà, ils se font plaisir et ça sonne cool quoi. Ouais, ça sonne cool. Ça sonne vraiment cool. À écouter. Alors maintenant, on fait un truc qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. C'est une grosse nouveauté parce qu'on va parler des années 60. Voilà, donc on va s'écouter Alabama Song des Doors, extrait de leur album, leur premier, de 1967. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. C'était Alabama Songs des Doors, extrait de leur album The Doors donc. Alors, j'ai choisi cet album-là pour une raison simple, un petit peu comme Scratch qui m'a ramené vers l'album d'Herbie Hancock. Là, c'est le film Dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright où il y a Alabama Song qui est utilisé.
Donc je me suis un petit peu replongé dans cet album qu'on m'avait offert en vinyle à l'occasion de mon précédent anniversaire. Et voilà, moi j'ai retrouvé donc un petit peu tout ce que j'aime chez les Doors, hein, c'est-à-dire un côté un petit peu psychédélique, un petit peu comment dire, mais ça reste rock avec de l'orgue très très présent sur tout l'album. On n'avait jamais pris un disque un petit peu mythique dans cette rubrique et moi j'ai vraiment envie d'en parler. C'est un album, je pense, qui a révolutionné pas mal de choses dans la musique et moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais écouter. Quand tu poses le vinyle, t'as Break On Through, Light My Fire, des morceaux qui ont maintenant passé les 50 ans et qui sont toujours super agréables à écouter. Et la voix de Morrison, elle est terrible et voilà, donc je trouve que c'était sympa de pouvoir jeter un petit coup d'œil dans le rétro de ce type d'album, même si je pense que tout le monde connaît, donc je vais rien apprendre à personne sur cet album-là. Il y a aussi, je crois qu'on en parlait à une occasion d'un podcast sur Val Kilmer, enfin dans Top Gun. Il y a donc un film The Doors qui a été fait avec par Oliver Stone, donc qui est assez bien aussi. Bon voilà, pour moi j'ai voulu me replonger un petit peu dans cet album mythique, donc je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Je connaissais pas énormément. Je m'étais vaguement penché d'une oreille à moitié distraite, justement un peu dans la foulée de la sortie du film. J'avoue que ça m'avait pas spécialement emballé. J'avais quand même 2 exceptions qui sont Break On Through, qui est une chanson vraiment excellente. Alors c'est là que j'aime bien. Et Light My Fire, parce que ça a tellement été repris. Je crois que c'est impossible de pas aimer cette chanson. Ouais. Donc bon, sachant qu'il y a ces deux-là, je partais sur l'écoute du disque avec quand même pas trop d'ennui, quoi. Je me suis dit, au pire, il y en a au moins 2 qui vont sauver le truc, donc je ne dirais pas que des horreurs. Et en fait, surprise, je crois que je l'avais jamais écouté celui-là, et j'ai été super étonné parce que c'est pas mal en fait. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, c'est juste pas mal. Tout ce qui est psyché, c'est pas ma case de prédilection, mais au final, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé de manière assez étrange que pour un groupe et donc un disque américain, ça sonnait assez britannique. Ouais. C'est peut-être ça qui m'a plu. C'est peut-être ça qui fait que je suis rentré plus facilement dans ce disque-là que dans les autres. Je sais. Faudrait que je réécoute les autres après pour refaire la comparaison parce que ça date un peu ma dernière écoute. Alabama Song, justement, je trouve que ça sonne aux arrangements près qui auraient été faits de manière radicalement différente, mais ça sonne comme une chanson qui aurait pu être faite par les Beatles. Pour moi, il y a quelque chose. Et j'ai noté I Looked at You, qui sonne comme une chanson des Animals, très très typique. Donc toute la première phase vraiment excellente. La deuxième un poil moins parce que j'ai moins aimé Backdoor. Une fois de plus le blues, c'est moins ma came. Ça te parle moins. Ça me parle moins. Et The End, même si c'est une bonne chanson, on l'a tellement écouté presque plus que Light My Fire, j'ai l'impression que et ça finit par être un peu tarte à la crème, quoi. Elle m'agace un petit peu, c'est une bonne chanson mais elle m'agace un peu. Mais sinon non, ça vraiment j'ai été très 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 surpris de la qualité du disque et du fait que ça me plaise en fait. Je m'y attendais pas du tout. J'étais assez cueilli pour ça, donc non, bien. Bon. On a fait le tour de ces 10 albums. Hein. Ah, il y a de tout. Absolument. Il y a de Michel quand même. Bon là, va falloir que j'en trouve d'autres. On va s'écouter la FM qui s'est spécialisée funky, donc tranquillement pour clore ce numéro de Manche Disque. Et ben voilà. Merci à toi, Louise. Mais merci d'être venu et puis merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Et oui, à la sur prochaine. Nos ondes. Mais oui. Salutations. Salut à tous. Ciao. Tu sors d'un club un peu beurré, dans une Plymouth bleue métallisée, dernier modèle. Tu longes la mer, tu longes les palmiers, assise à tes côtés, un top modèle. La belle vie, la nuit, la vie en Floride, à Miami, branché sur la FM qui s'est spécialisée funky.
Qu'est-ce que tu fais, le chat? Il fait des bulles. Il fait des bulles, c'est ça.